Alors, la réforme fiscale, ça paraît aride comme ça, hein, mais en fait, c'est un volet essentiel de la politique économique qu'on veut appliquer parce que la fiscalité a trois fonctions. La première, c'est de corriger les inégalités. La deuxième, c'est de lever des fonds pour financer l'action publique et notamment la transition écologique, qui est notre priorité. Et la troisième fonction de l'impôt, c'est de modifier les comportements. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises n'investissent pas tellement et distribuent beaucoup plus de dividendes que n'investissent, vous voyez le genre de comportement qu'il s'agit aujourd'hui de modifier. Alors, la fonction de corriger les inégalités, j'insiste un petit peu là-dessus parce que les commentateurs ne disent pas ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années, hein, où les inégalités ont explosé. Bon, tout le monde aujourd'hui fait référence aux travaux de Piketty, mais plus généralement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des revenus du patrimoine qui ont explosé au cours de la période récente, et puis vous avez aussi des inégalités entre les salaires qui ont augmenté avec l'explosion des très, très hauts salaires. Et le tableau de la société française aujourd'hui, c'est que vous avez la moitié de la population qui a un niveau de vie inférieur à 1 700 euros. Vous avez 9 millions de pauvres, en dessous de 1 000 euros, puisque le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Donc 60% de 1 700, ça vous fait à peu près 1 000 euros. Comment ? Non, non, mais je te regarde parce que tu connais ces chiffres. Donc ça, c'est la moitié de la population. Après, vous avez 40% de la population qui, grosso modo, a un niveau de vie situé entre les 1 700 euros et grosso modo 3 000 à 4 000 euros. Et puis, vous avez 10% de la population qui a un niveau de vie supérieur à 4 000 euros et qui a un patrimoine supérieur à 500 000 euros. Et alors, les vrais riches se comptent évidemment dans les 10% de la population, mais ils sont au-dessus. C'est les 1% les plus riches. Ils se comptent parmi les 1% les plus riches qui payent l'ISF, qui forment la clientèle des Républicains. Bon, mais cela, c'est pas encore la haute, hein, comme on dit, puisque ceux-là, les 1%, ils sont grosso modo à 7 000 euros par mois et ils ont un patrimoine supérieur à 1 million. Mais les vrais riches, c'est les fameuses grandes familles qui tiennent les entreprises. Hein, le monde de la finance dont parlait l'autre, là, il a un visage. C'est les grandes familles qui se comptent parmi les 0,01% de la population à qui on a confié les bijoux de famille, puisqu'au moment des privatisations, on a constitué des noyaux durs. Et les noyaux durs, en fait, c'est les grandes familles, plus les banques qu'on a privatisées et qui forment les noyaux durs avec les grandes familles. Les grandes familles ont constitué des holdings familiales et ils se transmettent les richesses de génération en génération. Donc, eux ont un patrimoine supérieur à 15 millions et un revenu supérieur à 1 million. Alors après, vous avez des différences entre les premières fortunes de France, hein, puisque la fortune de Madame Bettencourt, par exemple, c'est 17 milliards. Hein, donc, la famille Dreyfus, c'est 7 milliards. Enfin bon. Voilà. Puis vous avez les Bolloré, Arnaud, Muliez et compagnie. Bon, vous avez le classement dans la revue Challenge qui est publié tous les mois de juillet. Donc si vous voulez voir les visages, vous les avez. En plus, ils sont pris en photo, hein, donc il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de complexe là-dessus. Bon, alors, donc la réforme fiscale qu'on veut faire, donc elle se justifie évidemment pour corriger les inégalités, elle se justifie pour dégager des sous pour financer l'action publique, et puis elle se justifie aussi pour modifier les comportements. Alors comment on va faire ? Alors la révolution fiscale qu'on propose repose sur 4 principes. Les 2 premiers principes visent à consolider notre modèle social. Vous savez que le modèle social aujourd'hui est au cœur de la cible des conservateurs et des libéraux aussi. Hein, parce qu'il y a les conservateurs, puis il y a les libéraux aussi. Hein, ceux qui défendent un monde en panne, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, ces piliers, c'est tout d'abord l'impôt républicain, dont les principes sont énoncés dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui consiste à dire qu'il faut, pour l'entretien et le financement de la force publique, eh bien, que chaque citoyen participe selon ses facultés contributives. Donc, notre philosophie, vous le savez, c'est à chacun selon ses besoins. Donc, chacun doit pouvoir avoir accès aux biens publics gratuits. Mais on ne rase pas gratis, contrairement à ce qu'on nous dit. On ne rase pas gratis puisqu'on finance ce bien public gratuit ou au moindre coût. On le finance par l'impôt progressif. Hein, les riches ne profitent pas gratuitement du bien public, parce qu'on nous reproche souvent de faire de l'égalitarisme, mais bon, ça profiterait aux riches, ça profite à tout le monde. Mais les riches payent plus que les pauvres. Voilà, on paye selon ses moyens. C'est ça le principe républicain, l'égalité d'accès au bien public, mais la faculté contributive pour financer cela. Donc ça, c'est le premier principe. Qui va nous conduire à faire monter en puissance l'impôt sur le revenu comme pilier du système fiscal. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt progressif, quasiment, ne ramasse que 17% des recettes fiscales. Hein. Alors que la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, représente plus de 51% des recettes fiscales. Quoi, hein. Et puis vous ajoutez les diverses taxes indirectes et tout. Les libéraux et les conservateurs qui disent que les pauvres ne payent pas d'impôts, c'est pas vrai. Hein. Si vous mettez la CSG plus la TVA, plus les taxes sur l'essence, plus les impôts locaux, plus tout ça, en réalité, le système fiscal français, il est très injuste. Il pèse sur les pauvres et sur les classes moyennes. Les très riches, ils ne payent pas beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. Hein, le taux d'imposition réel des très riches, qui bénéficient de plein de niches fiscales, est inférieur à 20%, contrairement à ce qu'on pense. Hein, l'imposition sur le revenu. Alors, il y a l'impôt sur la fortune. J'en dirai un mot tout à l'heure. L'impôt sur la fortune lui-même représente très peu. Il ne ramasse que à peine 6 milliards aujourd'hui. Hein, alors que la TVA, le rendement de la TVA, c'est 92 milliards, hein, pour vous montrer la différence. Donc on a un système qui est très injuste et donc on va faire monter en puissance l'impôt sur le revenu. Je vais vous dire comment dans un instant. Après, le deuxième principe qui consolide le modèle social, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la défense à tout prix du principe de la cotisation. La cotisation sociale, attendez, ça a l'air trivial comme ça, mais le programme de Fillon vise à réduire à nouveau de 40 milliards les cotisations, hein, et basculer ça progressivement sur la TVA. Alors il dit 2 points de TVA, mais un point de TVA c'est 8 milliards, hein, donc 2 points de TVA c'est 16 milliards. Il veut couper de 40 milliards les cotisations, ça veut dire que la différence, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils privatisent la Sécu. Hein, ils disent on va rembourser que les grosses affections, les maladies de longue durée, et le reste, débrouillez-vous, vous vous adressez aux assurances privées. Donc oui, nous défendons la cotisation parce que, comme Bernard Friot, nous pensons que la spécificité de la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que c'est un moment où la seule source de création de richesse, c'est le travail. Et que reconnaître la valeur de la force de travail passe par le versement d'un salaire direct qui reconnaît la valeur de cette force de travail, mais aussi d'un salaire indirect géré collectivement par les salariés dans le cadre de ce qui a été conquis en 1945 dans le programme du Conseil national de la résistance qui a accouché du modèle de sécurité sociale qu'on connaît, qui est un modèle évolutif que les gouvernements successifs dans la période récente ont détricoté, mais que nous proposons d'étendre pour revenir à la gratuité et pour aller progressivement vers le salaire à vie. Mais ça passe par la cotisation, hein, qui est le salaire indirect, qui représente la bataille pour le partage des revenus dans la sphère de la production, comme le disait Marx. Et nous n'abandonnons pas, contrairement aux socialistes, la bataille dans la sphère de la production pour
déplacer le partage du revenu et même pour contrôler la production et la répartition des revenus. Donc, voilà, défense de la cotisation, qui servira à financer et les retraites, qu'on va remettre à 60 ans, et les revenus dont nous voulons assurer la continuité dans le cadre de la sécurité sociale professionnelle. Donc, il s'agira d'augmenter la durée d'indemnisation du chômage, contrairement, évidemment, à ce que propose la droite. Et puis, s'agissant de l'assurance maladie et des dépenses dites un petit peu plus universelles, puisque tous ceux qui ne travaillent pas en profitent également, eh bien, ce modèle peut être complété par une contribution également affectée à la sécurité sociale, qui est la CSG, mais qui a le défaut de ne pas être juste, puisqu'il y a un seul taux pour cette contribution, qui aujourd'hui finance en grande partie l'assurance maladie. Donc, résultat des courses, quelle est la proposition de réforme qu'on fait? C'est de mettre en place, alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais une assiette très large, c'est-à-dire de taxer vraiment tous les revenus. Le problème de l'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est qu'il ne taxe pas tous les revenus en raison des 250 niches fiscales qui existent. Aujourd'hui, vous avez 40 milliards en raison de ces niches fiscales qui échappent à l'impôt sur le revenu. Donc nous voulons une assiette qui touche tous les revenus, incluant les revenus du capital. Revenus salariaux, revenus du capital, tous les revenus, on les met dedans. Et donc, il y a une assiette pour ça qui est très commode, qui s'appelle l'assiette de la CSG. Donc, on pourrait prendre une assiette type assiette de la CSG, où il y a tous les revenus, où il n'y a pas de niche, où il n'y a pas de quotient familial. Alors, le quotient familial, il se justifiait après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait mener une politique familiale, et nous sommes pour la politique familiale, mais il a un gros défaut, c'est qu'il ne profite pas aux pauvres. Il profite aux familles nombreuses riches, mais il profite très peu aux familles pauvres, et notamment à celles qui ne sont pas imposables. Par définition, si vous n'êtes pas imposable, vous ne bénéficiez pas du quotient familial. Bon, donc ça, c'est pas très, très juste. Puis il y a un autre truc qui s'appelle le quotient conjugal, qui est très antiféministe, puisqu'il pérennise le modèle de la femme au foyer qui prévalait au moment de la libération. Mais comme aujourd'hui, nous sommes pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité homme-femme, eh bien, c'est quelque chose qu'il s'agira, si ce n'est de supprimer, de laisser à discrétion des choix des individus. Donc, on aurait une assiette très large, et puis, en guise de politique familiale, on remplacerait le quotient familial, qui est très injuste, par un crédit d'impôt forfaitaire où un enfant de riche recevrait la même chose qu'un enfant de pauvre. Et ça, c'est vraiment universel. C'est beaucoup plus juste et universel que le système actuel du quotient familial. Par exemple, si tous les mois, un enfant reçoit 165 €, c'est à peu près le chiffrage qu'on a fait, eh bien, calculé sur l'année, ça vous fait un crédit d'impôt qui vous permet d'assurer la politique familiale. Donc on a une assiette très large, et puis sur cette assiette, on aura un barème progressif. Les fameuses 14 tranches dont parle Jean-Luc à chacun de ses meetings, avec des sauts de tranches. Pourquoi 14 tranches? Parce que ça évite des sauts de tranches trop brutaux, parce que vous savez, quand on passe d'une tranche à l'autre, c'est le reproche qu'on fait souvent à l'impôt progressif. Donc là, si vous avez 14 tranches, vous lissez la progressivité. Mais vous avez quand même une bonne progressivité, avec une tranche élevée également assez importante. Donc ça, c'est le principe. Et puis on maintiendrait à côté de cet impôt sur le revenu une CSG affectée avec toutes les autres cotisations sociales au financement de la sécurité sociale, une CSG qu'on rendrait progressive, parce que l'actuelle CSG, qui pèse en particulier sur les plus démunis, n'est pas progressive. Voilà, ça c'est l'impôt sur le revenu. Alors après, troisième principe, le premier c'est le principe républicain, le deuxième c'est la cotisation, le troisième principe c'est l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous savez que la droite, et M. Macron aussi, Macron est opposé à l'ISF. Macron veut supprimer l'ISF. Ça, personne ne le dit, mais
à l'époque, il le disait, il l'avait annoncé. Donc ils veulent tous supprimer l'ISF. Ils disent c'est un impôt imbécile. Bah, nous, on dit au contraire, c'est un impôt très intelligent. Pourquoi? Parce que même si vous faites un impôt sur le revenu à 14 tranches, même si vous mettez une tranche au-dessus de 400 000 à 100%, bah, vous taxerez jamais Madame Bettencourt ou d'autres à un taux prohibitif. Encore une fois, le taux d'imposition réel aujourd'hui des plus riches, il est de 20%, malgré une tranche supérieure à 45%. Donc, en taux effectif, ils seront taxés un peu plus, mais ils auront toujours de quoi vivre. Quand vous êtes à 400 SMIC par mois, bon, quand vous en donnez un peu aux impôts et que vous avez consommé la moitié, bah, il vous en reste beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous en faites? Bah, vous l'épargnez. Et l'épargne, ça rapporte des petits, comme on dit. C'est les revenus du capital qui forment 55% du revenu des 0,01% les plus riches. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la part des dividendes dans la valeur ajoutée augmente, bah, le résultat mécanique, c'est que si vous comparez la rente à un arbre qui pousse, bah, l'arbre il pousse sans arrêt dans les conditions actuelles. Donc si vous n'avez pas un impôt, ce qu'on appelle un impôt sur les stocks, sur le stock de patrimoine, que représente la richesse qui grossit chaque année quand le flux de revenus alimente ce stock, et le flux de revenus, vous le taxez avec l'impôt sur le revenu. Bon, mais vous ne le tarissez pas à 100%, ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Donc si vous n'avez pas un impôt sur le stock de patrimoine, vous ne pouvez pas couper la branche tous les ans au même endroit. Et la rente, dans ce cas-là, grossit et s'accumule. Et donc ça justifie l'impôt sur le patrimoine qui existe, contrairement à ce qu'on raconte dans tous les pays sous des formes diverses. Même en Suisse, il y a un impôt sur la fortune. On ne le dit pas, mais il y a un impôt sur la fortune en Suisse. Et donc l'impôt sur la fortune est très intelligent parce qu'il complète l'impôt sur le revenu si on veut vraiment lutter contre la rente. Et donc nous avons des réflexions pour que cet impôt soit amélioré, parce que comme je l'ai dit, il ne rapporte pas beaucoup. Et pour cause, puisqu'il se limite aux biens immobiliers quasiment. Il y a tellement de niches fiscales sur les actions et les titres financiers que détiennent les puissants que, bon, en fait, ça tape le millionnaire, mais ça tape pas vraiment le milliardaire. C'est une super taxe foncière, donc on pourrait sans doute l'améliorer en élargissant l'assiette. Dernière minute pour parler de l'impôt sur les sociétés, qui est le quatrième principe. Donc, nous allons réformer l'impôt sur les sociétés pour modifier les comportements des entreprises qui, aujourd'hui, on le sait, n'utilisent pas leurs profits pour l'investissement. Le chiffre a été rappelé, 80% des profits nets aujourd'hui, après amortissement, sont distribués sous forme de dividendes et seulement 20% alimentent l'investissement. Donc, comment modifier les comportements? Bon, alors évidemment, nous le ferons dans le cadre de la planification écologique en entrant dans le capital des entreprises stratégiques, mais en règle générale, il faudra modifier l'impôt sur les sociétés. Donc, que proposons-nous? Nous proposons de baisser les taux pour les PME. Donc, il y aura un taux plus bas pour l'ensemble des entreprises. Et puis, un taux élevé pour les entreprises cotées. Sous quelle forme? Sous forme de taxation d'une assiette qui serait représentée par les dividendes des entreprises. Et donc, de cette façon-là, on pourrait taxer de façon différente les PME avec un impôt sur les sociétés plus bas, et les grandes entreprises qui dégagent des dividendes versés aux actionnaires, là, on les taperait avant versement de dividendes. Et là, ça permettrait de taper les fameux 80% qui, aujourd'hui, n'alimentent pas l'investissement. Alors, donc, ça rapporterait de l'argent qui nous permettrait d'alimenter notre politique publique de stimulation de l'investissement public. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes de la révolution fiscale qu'on veut faire. Bon, Jean-Luc a parlé un peu dans la vidéo avant de la lutte contre l'évasion fiscale, mais dans l'ensemble, je pense que nous avons un programme fiscal qui tient la route.